Bonjour à tous, on va démarrer. Merci beaucoup d'être là. Alors, je me présente, je suis Caroline Madoil, la coordinatrice du défi Cléo 3T, l'observation de la Terre et les territoires en transition. On a démarré une nouvelle série de webinaires pour mettre en avant les thèses que nous cofinançons. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième session. On a le plaisir d'accueillir Pape Ibrahima Thiam, qui va nous présenter son travail sur l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Enfin, il l'expliquera mieux que moi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à... Si vous avez des questions, on va les faire plutôt à la fin. Vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat et comme ça, Pape pourra y répondre quand il le souhaitera. Si vous avez des problèmes de son ou de micro, pensez à bien accepter sur votre navigateur les micros et les accès. Et je vous conseille d'utiliser plutôt Edge ou Chrome si vous avez des soucis. Voilà, je crois que c'est tout pour les considérations techniques. Et alors, dans un premier temps, je vais donner la parole à certains des co-encadrants de la thèse de Pape qui vont brièvement vous partager le contexte et vous présenter Pape lui-même. Donc d'abord, je vais donner la parole à Yann Chasseret et je vais le laisser se présenter et introduire Pape. Merci Caroline. Donc bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc Johan Chasseret, je suis enseignant-chercheur à l'IRIT et donc dans l'encadrement de Pape, qui est avec nous depuis 1 an et demi maintenant. Il a commencé en octobre 2024. Il fait les premières semaines depuis le Sénégal et puis après il nous a rejoint. Alors à Montpellier. Il a une thèse qui est entre Toulouse et Montpellier, donc entre l'IRIT et l'INRAE, où à l'INRAE, il est encadré par Maglone Tesser, Mathieu Roche et Grégory Ackermann. Grégory qui est notre expert métier, terrain, qui prendra la parole juste après moi. Et il a un sujet de thèse qui est entre la gestion des connaissances, la représentation des connaissances et l'extraction de ces connaissances à partir de données textuelles, notamment dans le domaine, alors pas de l'agriculture au sens large, mais plutôt des systèmes alimentaires. Grégory le présentera un petit peu mieux que moi, puisque c'est lui l'expert là-dessus. Donc je lui laisse la parole pour vous donner un aperçu de la problématique métier qui amène ces problématiques scientifiques de population, d'ontologie et de base de connaissances. Merci Johan. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Grégory Ackermann, je suis chercheur en sociologie à l'INRAE à Montpellier, à l'UMR Innovation, et je m'intéresse au système alimentaire territorialisé. Alors en fait le contexte, c'est un contexte qui est le changement climatique qui est en cours. On a des décideurs publics qui cherchent des nouveaux leviers aussi pour encourager la transformation des systèmes alimentaires vers plus de durabilité. Et donc, on cherche des voies souvent de développement de ces systèmes alimentaires. Et dans ces voies de développement, il y a l'idée de réancrer les acteurs du système alimentaire dans le territoire. Donc, on voit depuis le début des années 2000 des initiatives qui se multiplient, qui sont souvent soutenues par les pouvoirs publics. Notamment, on a eu les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui ont été instaurés en 2014. Mais toutes ces initiatives, en fait, on a du mal à évaluer souvent leur durabilité. On dispose de beaucoup d'études de cas, mais on a très peu de données quantitatives sur ces acteurs. Du coup, on a un enjeu qui émerge à la fois à la croisée de la recherche et des politiques publiques, qui est d'essayer de mieux comprendre quels sont ces acteurs de cette dynamique de reterritorialisation de l'alimentation, comment cette dynamique se construit dans le temps, et puis dans quel contexte de transition cela intervient. On est face à des difficultés qui est souvent l'invisibilité relative de ces acteurs. On sait qu'ils sont là, mais on n'a pas de base de données de ces acteurs, parce que souvent ils sont recensés
dans les bases de données d'entreprise, mais ils ne sont pas caractérisés comme étant des acteurs spécifiques, ou dans d'autres cas, ce sont tout simplement des acteurs qui ne sont pas des entreprises et donc qui sont très mal recensés. Pourtant, on a des sources de données sur ces initiatives qui sont souvent la presse locale et la presse régionale, qui se font souvent l'écho du développement, de l'émergence, voire de la disparition parfois de certaines des initiatives. Et donc, on dispose d'un grand nombre de données, mais qui sont des données textuelles, des données qui ne sont pas structurées et qui sont des données secondaires qui n'ont pas été produites par des chercheurs. Alors, ces données-là, en fait, c'est des données très massives et on a du mal à les traiter. Du coup, dans ce contexte-là d'émergence de ces nouveaux outils en informatique qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, ça devient possible d'envisager un traitement et du coup, dans ce traitement, d'utiliser des outils qu'utilise PAP et puis mes collègues informaticiens pour mieux caractériser ces acteurs et mieux connaître leur organisation et aussi comment ils participent à cette reterritorialisation de l'alimentation, des systèmes alimentaires, pardon. Donc juste, je vous dis un mot sur peut-être les magasins de producteurs, parce qu'en fait, on est parti sur une thèse qui va s'intéresser plutôt à ce type d'initiatives qui sont les magasins de producteurs. Alors pourquoi cela ? Parce que c'est un peu un des acteurs emblématiques de cette reterritorialisation. Pourquoi ? Parce que c'est des magasins qui sont des magasins collectifs, donc qui participent vraiment à la reprise en main, on va dire, des producteurs de la mise à disposition de leurs produits, avec une maîtrise du coup des coûts, une maîtrise aussi de leur flux de diffusion de leurs produits, et puis aussi du coup une capacité pour eux de récupérer de la valeur sur leurs produits. Et du coup, en fait, à travers cet exemple des magasins de producteurs, si on arrive en fait à trouver des outils qui permettent de les caractériser, on aura déjà vraiment avancé sur un des types de points de mutualisation et de hub, on pourrait dire, qui met en réseau un grand nombre de producteurs et qui les remet en lien vraiment avec les consommateurs. Voilà, je vais pas être plus long parce que il faut pas être trop long, je crois. Mais du coup, je souhaite que PAP réussisse dans cette entreprise qui est complexe, mais qui soulève des enjeux importants pour les territoires et aussi pour la recherche. Merci Grégory, on va laisser la parole à PAP. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pape Ibrahim Thiam, doctorant en deuxième année, sous la direction de Josiane Mott et sous la co-direction de Maglone Tesser, et encadré par Johan Chasseret et Mathieu Roche. Donc, ma thèse s'intitule « Analyse des dynamiques des systèmes alimentaires territoriaux, combinant les modèles de langue et les graphes de connaissances ». Donc, la présentation se déroulera comme suite. D'abord, on va parler du contexte, puis on va aborder les problématiques. Ensuite, on parlera du pipeline mis en place pour répondre à ces problématiques. Après, je vous présente les travaux réalisés et suite à ça, les travaux actuels. Et on va finir par la conclusion et les perspectives. Alors, donc, pour compléter ce que disait Grégory, alors, ma thèse s'inscrit dans un contexte de changement climatique qui renforce l'intérêt porté aux systèmes alimentaires territoriaux, particulièrement aux circuits courts. Et ces systèmes sont constitués d'une diversité d'acteurs, de pratiques et de relations qui évoluent dans le temps et dans l'espace. Ce qui rend le fonctionnement de ce système complexe. Donc, l'analyse de ce système devient un enjeu majeur pour mieux comprendre la transformation des systèmes alimentaires territoriaux et aussi d'accompagner les politiques publiques de transition agroécologique et alimentaire. Et donc, pour mener cette analyse, nous disposons d'un ensemble d'articles de presse
de la région d'Occitanie, qui couvre l'actualité, disons, des acteurs de ce système, de la transformation à la distribution. Mais le truc, c'est que ces données sont dans un format non structuré. Et ça rend l'analyse difficile. Et donc, du coup, l'idée pour pallier ce problème, c'est de transformer ces données non structurées dans un format structuré pour qu'on puisse après mener nos analyses là-dessus. Et pour cette transformation, nous utilisons des outils d'intelligence artificielle comme le traitement automatique de la langue, appelé communément NLP, pour identifier les acteurs, les localisations, les dates, etc. Et pour au final finir par avoir une représentation de la connaissance qu'on appelle ici, disons, graphe de connaissance, qui vont structurer, disons, les informations qu'on va extraire à partir de ces articles pour ensuite mener, disons, nos analyses. Et donc, nous faisons face à des problématiques métiers ainsi qu'à des problématiques scientifiques. Et pour les problématiques métiers, nous en avons 3. Déjà, comment identifier de manière fiable les acteurs impliqués dans les circuits courts des systèmes alimentaires territoriaux et comment modéliser les relations entre ces acteurs des circuits courts et comment suivre leur évolution dans le temps et dans l'espace. Maintenant, concernant les problématiques scientifiques, il s'agit de savoir comment transformer les données hétérogènes non structurées, c'est-à-dire nos articles de presse, dans un contexte francophone, en format structuré, exploitable, comme des graphes de connaissances. Et comment analyser ces graphes en intégrant la dimension temporelle et spatiale pour capturer l'évolution des dynamiques territoriales. Et donc, pour répondre à ces problématiques, voici le pipeline que nous avons proposé. D'abord, il s'agit de collecter les données, qui sont des articles de presse, disons, francophones, qui sont qui mettent particulièrement le focus sur les magasins de producteurs. Après, la deuxième étape, c'est de passer à la reconnaissance d'entités nommées, c'est-à-dire d'identifier les acteurs du domaine, ainsi que d'autres informations connexes et les informations spatio-temporelles. Après, la troisième étape, c'est de mettre en place une ontologie qui va nous permettre de définir, disons, les différentes relations existantes entre nos concepts de domaine, c'est-à-dire les catégories auxquelles appartiennent les acteurs de ce domaine. Quatrièmement, on va passer à l'extraction de relations. Ici, il s'agit plutôt d'ajouter, disons, un raisonnement contextuel pour pouvoir détecter les fausses relations entre les entités par rapport à la spatio-temporalité qui sera guidée par l'ontologie. Et une fois cette étape terminée, on passe à l'étape 5, qui est la construction des graphes de connaissances, puis à sa validation. Et pour finir, on fait une restitution de tout ça et puis on passe à une analyse en fournissant, disons, les outils adaptés pour cette analyse. Et donc, pour nos travaux réalisés, nous avons déjà collecté les données, qui sont des articles de presse française, qui est un travail qui a été mené par l'UMA Innovation, avec à l'aide de Grégory et de Manon, qui ont collecté des données qui viennent des sources telles qu'Europresse et Factiva, qui sont des agrégateurs de presse, où dans Europresse, ils ont collecté 9069 articles, et pour Factiva, 8702 articles, ce qui fait un total de 17 771 articles sur une durée de 1994 à 2024. Et donc, l'idée maintenant, c'est à partir de ces articles-là, pouvoir identifier de manière automatique les entités, c'est-à-dire les acteurs et d'autres informations, ainsi que l'information spatio-temporelle. Et donc, nous avons les types d'entités de domaine qui nous intéressent ici, tels que les magasins de producteurs, les producteurs ou artisans, les organisations, les points de vente, les réseaux de magasins, les produits et les déclencheurs qui aident, disons, à avoir les événements. Et après, on a les informations spatio-temporelles, qui sont l'information temporelle et le lieu. Après, on a d'autres informations connexes,
qui peuvent être extraits de manière, disons, grâce aux expressions régulières, qui sont juste un ensemble de règles génériques pour extraire certaines informations, telles que ici, on a le téléphone, le numéro de téléphone, les emails, les sites web et les surfaces. Et donc, pour pouvoir mener ce travail, nous avons passé à une annotation manuelle qui, en amont, on a d'abord mis en place, disons, un guide d'annotation, parce on avait organisé une session d'annotation avec l'UMA Innovation et en collaboration avec d'autres étudiants aussi qui s'intéressent à ce domaine. Et donc, du coup, à l'aide de l'outil Label Studio que nous avions déployé en ligne lors de la session, nous avons pu, avec les étudiants, annoter 99 articles. Et donc, après cette annotation, on a affiné, disons, les annotations qui ont été faites par les étudiants, et puis complété aussi par 138 autres articles, ce qui nous fait au total un total des articles de 237. Ces données seront disponibles dans le Dataverse de INRAE, qui est, disons, une plateforme qui appartient à l'INRAE. Et donc, pour l'exploitation ou, disons, pour l'identification de ces acteurs de manière automatique, en faisant la littérature, on a plusieurs méthodes qui ont été développées, et parmi ces méthodes, on peut les synthétiser en 3 catégories. Et donc, pour la première catégorie, on a les modèles qui sont basés sur les encodeurs, mais de type schéma fermé, comme les BERT-like, qui sont, par exemple, comme BERT, Roberta, etc., qui sont stables et efficaces sur les petits datasets, mais qui ont comme limitation une non-adaptabilité, disons, à de nouveaux types d'entités. Ils ne peuvent, disons, extraire d'informations qu'à partir des types d'entités qui ont déjà été prédéfinis. Et pour, disons, un peu, pour combler, disons, cette limitation, il y a d'autres méthodes, d'autres modèles qui sont des modèles à encodeur, mais de type schéma ouvert, comme Gleiner et Nuner, qui sont agnostiques au type d'entité, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter au type d'entité qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, ces types de modèles, ils performent bien en zéro shot et sont légers à implémenter et adaptables aussi au domaine. Par contre, leur limitation, c'est la sensibilité à la formulation du type d'entité. Après, pour finir, on a les décodeurs Bayes, qui sont aussi des modèles à schéma ouvert, comme les LLM, comme GPT, Llama, Instruct UE, qui sont très flexibles. À l'aide d'un prompt, on peut extraire des choses et qui sont très adaptés aussi au raisonnement complexe. Par contre, ils hallucinent parfois beaucoup. Et en plus de ça, ils ont un coût computationnel élevé. Donc, ce qui a mené notre choix, disons, aux encodeurs Bayes de type schéma ouvert, tels que Gleiner et Nuner, pour la suite de nos travaux. Et donc, les modèles tels que Gleiner et Nuner sont des modèles très adaptés pour l'extraction d'informations, mais le souci, c'est qu'ils ont une taille de fenêtre contextuelle limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, prendre un texte ou, disons, un document de texte complet et le faire passer directement à travers ces modèles pour qu'ils fassent la prédiction. Parce que souvent, ils sont limités à 512 tokens. Ça veut dire que c'est juste des unités de mots ou de sous-mots. Donc, du coup, ce qui fait que si on leur donne directement le texte sans découpage préalable, ils vont juste ignorer tous les autres tokens qui sont au-delà des 512 tokens. Et donc, pour pallier ce problème, on a testé 4 stratégies de segmentation. Et parmi ces stratégies de segmentation, nous avons testé la segmentation thématique, il s'agit ici d'un découpage des textes, mais de manière cohérente.
Après, il y a aussi la segmentation thématique plus récupération. Là, on découpe les textes aussi ici de manière cohérente, puis on élimine les parties qui ne sont pas d'intérêt. Après, il y a aussi la fenêtre glissante. Ici, il s'agit juste de découper les textes, mais de manière intelligente, et en mettant à chaque fois un chevauchement pour toujours garder, disons, la continuité du contexte. Et après, pour finir, on a les chunks, ou on peut dire paragraphes, où on découpe le texte, mais sans chevauchement. Et donc, du coup, c'est ça qu'on a utilisé avec, à l'aide des données qu'on avait annotées. Mais comme on a pu le voir, on avait 237 articles annotés, donc c'était peu. Et donc, il nous fallait un moyen de pouvoir avoir d'autres données annotées de manière automatique et de manière efficace aussi pour pouvoir continuer nos travaux. Et donc, ce qui fait qu'on a utilisé la pseudo-labellisation où on automatise, disons, l'extraction des entités à partir du texte en utilisant nos différentes stratégies de segmentation ici. Et donc, ici, l'idée, c'est de prendre les 237 articles qu'on avait annotés. Là, par exemple, là où j'ai marqué données annotées manuellement, sont les 237. On découpe avec les stratégies de segmentation. Et puis, on fine-tune les deux modèles qu'on avait choisi, Nuner et Gleiner. Donc, après les avoir fine-tunés, on prend un ensemble de données différents des ensembles de données qu'on avait annotés, que les modèles n'ont jamais vus. Et donc, on fait une prédiction sur ces données. Maintenant, l'idée, c'est après avoir fait une prédiction sur ces données, on récupère uniquement les entités, disons les articles ou les articles contenant les entités où les modèles s'accordent. Donc, c'est à partir de ça qu'on a constitué un autre dataset qu'on peut appeler ici un ensemble de données consensuelles à partir de données non annotées. Et donc, on reprend ces ensembles de données, on refait, disons, notre stratégie de segmentation et on reprend les modèles, mais cette fois-ci à leurs états initiaux, c'est-à-dire là où on ne les avait pas fine-tunés. On fine-tune à nouveau et pour comparer les performances, on évalue sur une partie, disons, des données annotées manuellement. Et donc, après avoir appliqué les stratégies de la pseudo-labellisation, on l'a appliqué, disons, sur 6960 articles qui sont annotés automatiquement. Et on a eu 61% d'accords entre les modèles et 38% de désaccords entre les modèles. Et donc, ce qui fait que on se retrouve avec un silver dataset ici, on peut voir représenté en orange avec les différents types d'entités. Par rapport au GD qui est le gold dataset qu'on avait fait, disons, manuellement, là on peut voir on a beaucoup plus d'entités. Maintenant, l'idée, c'est d'utiliser, disons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le silver dataset pour fine-tuner nos modèles et ainsi voir, disons, l'apport qu'a eu, disons, la stratégie de segmentation. La stratégie de pseudo-labellisation, autant pour moi. Et donc là, on a fait, disons, les évaluations. D'abord pour les stratégies de segmentation et puis pour la pseudo-labellisation combinée à une stratégie de segmentation ici. Les métriques qui ont été utilisées ici sont la précision, c'est-à-dire parmi ce que le modèle a identifié comme correct, quelle est la proportion qui est réellement correcte, et le rappel, où on regarde parmi tout ce qui était réellement correct, quelle proportion a été retrouvée par le modèle. Et pour finir, le F1 score, qui est la moyenne harmonique de la précision et du rappel, c'est-à-dire elle mesure, disons, l'équilibre entre les deux. Et donc ici à gauche,
on peut voir les différents types, les différentes stratégies de segmentation. Ici, on a la segmentation thématique. Et on peut remarquer que ça soit pour Gleiner ou pour Nuner, avec cette stratégie, les modèles ont tendance à avoir un rappel beaucoup plus élevé comparé aux autres, disons, stratégies, mais par contre au détriment de la précision. Après, il y a la stratégie de la segmentation thématique plus la récupération, où on voit que on a toujours, disons, un rappel plus élevé comparé, disons, au sliding window et au chunking, mais moins élevé comparé aux thématiques, à la segmentation thématique seule. Mais par contre, en termes de précision, on a un gain de 1% comparé à la segmentation thématique, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on élimine, disons, souvent les parties qui ne sont pas d'intérêt. Et donc, comme ça, on élimine en même temps aussi les faux positifs, c'est-à-dire les erreurs, ce qui augmente la précision. Après, il y a la stratégie de la fenêtre glissante, qui est le sliding windows. On peut voir qu'en termes de rappel, comparé en tout cas aux stratégies de segmentation thématique, on a un rappel un peu plus bas. Mais par contre, pour la précision, on a une précision qui est carrément plus élevée comparé aux stratégies de segmentation thématique, que ça soit sur Gleiner ou sur Nuner. Et donc, pour finir, il y a aussi le chunking où on coupe le texte en paragraphes sans pour autant faire de chevauchement, où on peut voir que comparé aux autres, on a des performances beaucoup moindres, disons. Et donc, après ici, à droite, on a évalué le solo labeling qu'on a disons, combiné avec la stratégie de sliding windows ici, car on avait vu qu'on est dans un domaine spécialisé et que, disons, la stratégie de sliding windows permettait de mieux, disons, ou qui favorise, je veux dire, la précision, c'est-à-dire on a moins de faux positifs. Donc, on l'a choisi parmi les autres pour pouvoir ainsi maximiser ou, disons, minimiser le nombre de faux positifs. Et ici, pour Gleiner GD, c'était les données qu'on avait annotées manuellement. Et là, on a les performances suivantes. Mais il faut savoir qu'on les avait, disons, évaluées sur 48 données, 48 articles parmi ces 237. Et on a une précision de 71% et un rappel de 75%. Maintenant, comparé au Gleiner SD, c'est-à-dire là où on a utilisé les données qui ont été annotées de manière automatique, là, on peut voir qu'on a une précision de plus de 4%, ainsi que, disons, un F1 score de plus de 2%. Maintenant, ça, le Gleiner only, c'était juste, en fait, on prenait Gleiner, on fine-tune ça sur les données qui ont été annotées, puis on prend uniquement Gleiner, on fait la prédiction sur les données qu'il n'a jamais vues, et après, on reprend ces données pour le fine-tuner, mais à son état initial. Et ça, on peut voir que ça a généré beaucoup de faux positifs, ce qui explique la baisse, disons, de la précision. Et une performance, disons, beaucoup, disons, médiocre par rapport aux autres, c'est 72% de F1 score. Et on a presque les mêmes résultats concernant Nuner aussi, comme on peut le voir ici. Et après, on a pris, disons, le Gleiner SD et le Gleiner only qu'on a évalué sur les 237 données au total. Et donc là, on peut voir carrément, on a presque le même schéma qui se répète, si une précision beaucoup moindre comparée au SD, et la même chose aussi pour le Nuner. Donc pour aller un peu plus, disons, en finesse, là, on peut voir nos différents types d'entités.
qui ont été évalués déjà en zero shot, c'est-à-dire avant même adaptation. Et on peut voir que les modèles parvenaient quand même à en reconnaître certains, même s'ils n'arrivaient pas à reconnaître d'autres. Et là, ce sont les F1 scores. Maintenant, après fine-tuning, là, on peut voir que les modèles parviennent à mieux reconnaître disons, les types d'entités. Et ce fine-tuning de ces deux modèles-là a été fait par le Silver Dataset que je vais présenter tout à l'heure, avec la notation automatique. Une autre chose de fait, ici, c'était comment on fait le lien entre les acteurs et la spatio-temporalité ainsi que les événements. Et donc, on a modélisé une ontologie, c'est-à-dire une ontologie, c'est un modèle de données contenant des concepts et des relations qui permettent de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné. Donc là, on a nos ensembles de concepts et les relations possibles entre ces concepts. Et donc ça nous aide, disons, à guider ou à structurer l'extraction de relations. Et il faut savoir qu'il y a d'autres ontologies existantes dans la littérature, telles qu'Agrovok ou Foodon, mais qui ne sont pas très, disons, adaptées à notre domaine. Donc, du coup, là, on a dû faire notre propre ontologie domaine. Voilà. Ce qui marquait, disons, les travaux réalisés. Maintenant, pour les travaux actuels, là, on travaille sur un framework qu'on a appelé Dual Meta-Linéaire. Donc, pour faire simple, on peut voir comme, par exemple, plusieurs personnes. Chacun laisse un avis. Et puis, il y a deux juges. Maintenant, l'un va juger sur la pertinence des avis et l'autre va, disons, coller une étiquette aux avis. Maintenant, lorsque par exemple, le métadétecteur, qui est le juge, disons, qui va juger de la pertinence des avis, va dire qu'en fait, c'est un avis non pertinent. Donc, celui qui va, disons, étiqueter va tout simplement donner tout simplement pas étiqueté, je veux dire. Et pour l'autre, s'il dit que c'est un avis qui est pertinent, donc du coup, on va lui attribuer une étiquette. Donc, c'est un peu la vision, disons, globale du schéma. Et donc, les personnes qui donnent leurs avis sont représentées ici par les modèles, par exemple, modèle 1, modèle 2, etc., qui prennent en entrée le texte. Et puis, une fois qu'ils prennent en entrée le texte, ils font la reconnaissance d'entités nommées là-dessus, et puis ils génèrent nos entités. Et puis, ces entités, chaque entité est combinée à différentes features auxiliaires, comme, disons, la confiance des modèles, l'accord entre les modèles, les caractéristiques linguistiques des entités, la structure et le contexte, et l'étiquetage morphosyntaxique. Et ce sont à partir de ces caractéristiques-là que le métadétecteur va détecter si une entité est pertinente ou pas. Et l'autre, le métaclassifier, lui, il va juste donner une étiquette. Et après, en sortie, on va faire une agrégation conditionnelle. C'est-à-dire, si l'entité est pertinente, on ne la garde pas. Si elle est pertinente, donc on garde l'étiquetage qui a été fait par le métaclassifier. Donc, c'est un peu comme ça que marche le framework. Et donc, pour le test, nous avons utilisé 3 modèles ici pour les modèles de base. Gleiner, Nuner et XLM Roberta. Gleiner et Nuner que j'avais utilisé tout à l'heure pour la pseudo-labellisation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des modèles à schéma ouvert. Alors, la différence entre Gleiner et Nuner se trouve, disons, sur la manière de traiter les données.
pour Gleiner, disons, on a les types d'entités et les entités qui sont traitées simultanément. Il utilise un seul encodeur, donc il concatène, il utilise un seul encodeur, alors que pour Nunair, il utilise deux encodeurs, l'un pour encoder, disons, les types d'entités et l'autre pour encoder le texte. Après, on a XLM Roberta qui est un encodeur. Et donc, du coup, c'est comme les BERT-like où on ajoute une couche de classification pour pouvoir faire notre classification token, au niveau token, c'est-à-dire pour faire la reconnaissance d'entités nommées. Et après, ici, on a les méta-apprenants, disons, ou les juges. On a testé deux modèles, Random Forest et XGBoost. Random Forest qui va détecter les entités pertinentes, XGBoost qui va faire la classification. Maintenant, ici, on appelle une entité pertinente une mention qui appartient au domaine étudié et dont le type ou le niveau de granularité sont conformes aux objectifs de la tâche et au schéma d'annotation défini. Ou pour faire simple, par exemple, lorsqu'on définit, qu'on a un dataset et qu'on annote, les entités qui nous intéressent, ce sont les entités qui sont pertinentes. Maintenant, quand nos modèles vont détecter d'autres entités qu'on n'avait pas annotées, ces entités sont considérées comme des entités non pertinentes, ou si vous voulez, des faux positifs. Et donc, on l'a comparé au modèle de base, tel que Gleiner, Nunair, XLM Roberta. Et là, on peut voir qu'en termes de précision, on a gagné plus de 8% sur les entités, mais évalué uniquement sur les entités pertinentes. Et en termes d'équilibre entre précision et rappel, on est à plus de 3%. Donc là, on travaille là-dessus pour pouvoir plus, disons, faire plus de tests sur d'autres datasets et s'assurer de sa généralisation. Là, on a les résultats concernant chaque type d'entité, où on peut voir que chaque type d'entité a une précision assez élevée. Et même si au niveau du rappel, il y en a certains qui sont quand même un peu dégradés. Mais bon, ça c'est un peu souvent le coup entre précision et rappel. Et donc du coup, en gros, on peut dire que le dual méta-NER, en tout cas dans le contexte de nos données, ça améliore les performances. Alors là, tout à l'heure, on avait parlé d'ontologie qui permettait de modéliser, disons, les relations entre nos concepts, ou si vous voulez, entre les catégories auxquelles appartiennent nos acteurs. Et donc ici, on a un exemple d'ontologie qu'on peut lire ainsi. Là, le producteur qui effectue une permanence dans un magasin et qui arrive, disons, à une date donnée. Le magasin qui ferme à une date donnée ou qui ouvre à une date donnée. Et aussi un magasin qui occupe un lieu ou déménage dans un lieu. Donc, ça aide à modéliser les relations entre les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, la limite avec l'ontologie uniquement, c'est que prise isolément, elle ne permet pas de prendre en compte le raisonnement contextuel nécessaire à l'élimination des fausses relations après son peuplement. Alors ici, on appelle peuplement le simple fait, par exemple, de détecter, quand on détecte nos acteurs dans le texte, maintenant, on attribue, disons, chaque acteur au concept auquel il appartient. Là, on a un exemple un peu plus parlant pour la prise en compte du raisonnement sémantique, disons, du contexte, dans l'extraction de relations. Là, on a un exemple de texte. La ferme du Pilat a ouvert ses portes à Angoulême en 2024. Elle a recruté Sébastien pour qu'il effectue les permanences. Donc, les entités qui nous intéressent ici sont la ferme du Pilat, qui représente un magasin de producteurs, Angoulême qui représente un lieu, 2024 une information temporelle,
Sébastien, qui est un producteur. Et donc, après avoir fait l'extraction de ces informations-là, on popule, disons, l'ontologie. Et après avoir populé l'ontologie, on essaie, disons, de mettre en place des techniques d'NLP pour la prise en compte du contexte. Sinon, comme on peut voir ici à droite, si on ne prend pas, par exemple, en compte les croix en rouge, on va avoir la ferme du Pilat ferme, disons, en 2024. Ce qui est fausse, parce que c'est pas ce qui a été mentionné dans... Ce qui est faux, parce que c'est pas ce qui a été mentionné dans le texte. Et donc, pour pouvoir détecter, disons, ces fausses relations-là, c'est là qu'interviennent les techniques d'NLP. Et donc là, on est en train de faire la littérature pour voir comment on peut apporter notre contribution là-dessus pour cette partie. Et donc, ce qui fait pour nous, ce qui nous donne, disons, une nouvelle problématique, c'est-à-dire comment intégrer le contexte du discours dans l'extraction des relations à partir de textes, tout en s'appuyant sur notre ontologie de domaine. Et donc, pour conclure et aussi parler des perspectives, on peut synthétiser nos travaux à travers les 3 problématiques suivantes. Premièrement, l'identification des acteurs des systèmes alimentaires territoriaux, qui est une étape qui a déjà été menée et qui a permis d'identifier les acteurs impliqués, notamment dans les systèmes, dans les circuits courts. Et puis, on a la problématique numéro 2, qui est l'extraction des relations interacteurs, pour voir un peu les interactions entre les acteurs en fonction de la spatio-temporalité. Donc là, nous nous concentrons actuellement sur cette problématique qui constitue une étape cruciale pour la construction du graphe de connaissances. Et pour finir avec la 3e problématique, c'est le suivi de l'espacio-temporel de l'évolution des acteurs. Pour faire simple, disons, l'analyse du graphe de connaissances qui sera abordé une fois que le graphe de connaissances sera opérationnel. Et donc, ce qui marque la fin de cette présentation. Donc, merci pour votre attention. Merci, Pape, pour la présentation. Merci à tous. Il y a une question déjà dans le chat, mais qui a été répondue. Je ne sais pas si, Grégory, tu veux dire un mot. Et si d'autres ont d'autres questions, c'est le moment. Je peux dire un petit mot, mais enfin, j'ai déjà répondu. C'était pour donner peut-être plus d'informations sur les articles de presse. Donc, les 2 corpus Factiva et Europress ne comportent pas de doublons et ils couvrent à la fois en fait des noms génériques, c'est ce que je marque, c'est-à-dire qu'en gros, on a créé le corpus à partir de noms génériques. Ce qui veut dire qu'il y a certains articles qui parlent d'un seul magasin, d'autres qui vont parler de plusieurs magasins, d'autres encore qui vont pas parler de magasins en particulier. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est souvent les articles issus de presse nationale qui vont pas parler de magasins en particulier. Et à l'inverse, plus on est sur une échelle locale, plus on a des portraits de magasins qui comporte vraiment beaucoup d'informations qui nous intéressent dans le cadre de ce travail de recherche. Et là, du coup, c'est seulement la presse, ça provient de la presse écrite, même s'il n'y en a plus beaucoup. Ou est-ce qu'on Oui. on a aussi de l'information de type réseaux sociaux, etc., qui peut être analysée? Non, là, c'est uniquement la presse écrite, mais la remarque est très juste, on pourrait utiliser d'autres sources de données. Alors les réseaux sociaux, ça serait possible, mais les magasins utilisent beaucoup Facebook et moins X, Twitter. Là, donc en termes d'accès aux données, c'est beaucoup plus complexe, puisque Facebook, c'est quand même assez fermé comme système pour accéder aux données.
ce qui n'est pas le cas de Twitter ou de X, où on peut facilement extraire les données. Et puis, d'autre part, on pourrait imaginer utiliser d'autres sources de données comme des dossiers, par exemple, qui sont envoyés à la DRAF, par exemple, ou chez des acteurs plutôt des politiques publiques qui reçoivent souvent soit des dossiers d'installation, des dossiers de financement pour je sais pas moi, des agrandissements, etc. Et on a aussi par ailleurs avec des partenariats comme les DRAF ou comme les collectivités territoriales, on pourrait avoir accès à ce type de sources. Ce qui est important, c'est que ce travail il puisse vraiment permettre de transformer des données non structurées, d'où qu'elles viennent finalement, en données structurées. Et ça pourrait même évidemment être d'autres types de données qui pourraient être audio ou qui pourraient être, je ne sais pas, enfin, s'il y a d'autres. Mais a priori, le travail que mène PAP pourrait être transposé sur d'autres types de sources. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques avant de conclure? Je peux vous laisser encore 2 minutes pour réfléchir, mais sinon c'est que c'était très clair. Et donc je voulais vous redire que ce webinaire et tous les autres sont disponibles à la revision sur notre site internet. Et j'en profite pour vous remettre le lien vers la série de webinaires dans lequel il y a le calendrier des webinaires prochains. Et tout en bas, donc l'accès à notre chaîne YouTube sur lequel il y a tous les webinaires au 3T que vous pouvez revisionner. Voilà, et s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, et merci en particulier à PAP et à tous ses encadrants qui sont venus présenter et à tous ceux qui ont été présents. Voilà, je vous remercie et je vous dis au prochain webinaire, le mois prochain, si vous le voulez bien. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.